afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine est titulaire d'un baccalauréat en communication, d'un diplôme en gestion ainsi que d'un certificat et d'un diplôme de 2e cycle en toxicomanie et en éthique. Ayant été directrice des programmes de sensibilisation et de prévention pour la Maison Jean Lapointe, c'est maintenant en tant que directrice générale qu'elle chapeaute cet organisme portant le nom de son célèbre père qui fut le fondateur de cet endroit phare pour personnes vivant avec des dépendances. Mon invité détient plus de 23 années d'expérience dans le domaine des dépendances, dont 20 années en prévention. Elle a permis à des programmes de prévention et de sensibilisation de voir le jour et permettant ainsi à plus de 80 000 jeunes au Québec d'en bénéficier. Elle vient nous parler des meilleures pratiques en matière d'intervention des dépendances chez les jeunes, nous présentera aussi les conférences parents-ados ainsi que la sortie d'un guide afin d'outiller davantage les parents. Je reçois donc une femme engagée qui continue avec brio l'engagement de son père qui doit certainement, d'où qu'il soit, être extrêmement fier d'elle. Bienvenue à Anne-Élisabeth Lapointe. Merci, belle introduction. Vraiment. Tant mieux, ça vous plaît. Vraiment. Merci d'être là. Oui, parce que faut le dire, vous suivez les traces de votre père, donc qui a plus que donné au suivant. Hein? Définitivement. Ah oui. Sans douter, là, je pense que lui, il a plus de 40 ans. Quand il a donné son nom à la maison, je pense pas là, qu'il réalisait que c'était le début d'une grande aventure. Et aujourd'hui, il y a plus de 40 000 personnes qui sont passées par la maison pour le traitement, pour la famille. Puis, au niveau de la prévention. C'est tellement important, la prévention. Oui, cette année, on va dépasser les 1 million de jeunes sensibilisés depuis plus de 20 ans. Ça fait que le 80 000 est pas mal... Le 80 000, c'était juste au niveau de l'alcool et des autres substances. Mais maintenant, on le fait également au niveau de l'hyperconnectivité. On le sait, hein, nos jeunes sont complètement accros à leur cellulaire, tablette, jeux vidéo. Puis on le fait au niveau des jeux de hasard et d'argent. Alors, tout ça ensemble à travers la province, c'est quelque chose que jamais, nous non plus, là, il y a 20 ans, on ne savait pas là, qu'on serait rendu là aujourd'hui. Donc, c'est sûr que c'est avec beaucoup de fierté puis d'humilité, en quelque part, là, que moi, je dirige la maison. C'est pas moi qui fais le travail, là, je fais juste le poursuivre. Non, il y a une grande équipe derrière ça. Il y a une équipe sur le terrain. Il y a ceux qui sont directement en lien direct avec ces personnes qui sont aidées aussi. Autant au niveau du traitement que la prévention. Donc, on a des intervenants, évidemment, à la Maison Jean Lapointe, mais on a également toute une brigade d'agents de prévention qui, eux, font le tour du Québec pour rencontrer nos jeunes, puis justement, là, aller leur parler des risques liés à la consommation de toutes sortes. Là. Comment c'est arrivé, justement, cette Maison Jean Lapointe-là? C'est quoi l'histoire, la prémisse à ça? Si on recule dans les années 70, mon père était évidemment très, très, très connu avec les Gérola, puis ensuite sa carrière solo, mais il était également connu pour prendre bien souvent un verre de trop. Et il est arrivé des incidents, des événements dans sa vie qui ont fait en sorte qu'il a décidé de se prendre en main. Et quand mon père s'est affiché comme étant quelqu'un qui avait eu un problème d'alcool, principalement. Ce qui n'était pas évident dans ces années-là pour un homme de... On cachait ça. On avait tout un dans la famille quelque part, mais on n'en parlait pas. Et quand mon père a dit, moi, je suis alcoolique, ça a donné un visage très différent de ce qu'on pouvait se faire comme idée du clochard ivrogne dans la ruelle avec son petit sac brun. C'était Jean Lapointe qui était aimé tellement par qui faisait rire aussi. Qui faisait rire. Et là, on a fait, mon Dieu, OK. Fait que ça a beaucoup aidé la cause, je pense, des dépendances au Québec à ce moment-là. Et justement, il y a une petite gang de membres AA qui voulaient partir leur maison de thérapie, qui ont sollicité mon père, puis qui ont fait « Qu'est-ce que t'en penses? Veux-tu t'impliquer? » Et quelques temps plus tard, qu'est-ce que t'en penses? Attends-tu de donner ton nom? On va changer le nom de notre organisme. Et c'est devenu la Maison Jean Lapointe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est rendu 40 ans plus tard, les jeunes adultes, ils savent peut-être pas qui était Jean Lapointe, mais ils savent c'est quoi la Maison Jean Lapointe. Parce qu'ils nous ont vus dans l'école, ou ils en entendent parler dans les médias, mais c'est si j'ai un problème, j'appelle la Maison Jean Lapointe.
c'est une fois chez nous qu'on leur apprend, c'était qui ce bonhomme-là? C'était qui, Jean Lapointe? Ouais, exactement. Est-ce que vous pensez définitivement que lui-même, ça l'a aidé, ça a fait partie de justement son parcours puis sa guérison? Tellement. Et quand je regarde tout le monde qui travaille à la maison, Jean Lapointe, c'est le facteur de protection ultime. Tu travailles là, tu donnes ton temps, ta carrière, tu es dévoué soit à traiter ou à prévenir les dépendances. C'est sûr que toi-même, ça te protège. Puis mon père, de toute façon, il l'a dit. À chaque fois qu'il venait à la maison, Jean Lapointe rencontrer les résidents, les résidentes, il disait toujours, c'est à moi que vous faites du bien. Puis mon père, à un moment donné, les meetings comme les alcooliques anonymes, il en faisait moins. Mon père avait un côté un peu antisocial. Il aimait ça être dans ses pantoufles chez lui. Fait qu'à force d'aller faire des meetings puis se faire solliciter, je pense que mon père, il était peut-être fatigué un peu. Je pense qu'il préférait venir à la maison, Jean Lapointe, s'asseoir avec les résidents, les résidentes, leur donner de l'espoir. C'est là qu'elle allait faire sa mission. Sa mission. Ça allait faire son meeting, comme je peux dire. Et donc, c'est sûr que ça l'a aidé jusqu'à la fin. Je pense que jusqu'à la fin, c'était sa grande fierté, de toute façon. Puis il voulait que ça continue aussi. J'imagine que c'est dans ses vues de continuer. Puis, en fait, moi, ça fait longtemps que je travaille à la maison, Jean Lapointe, mais je suis devenue directrice générale au moment où l'ancien directeur, le directeur sortant, lui, qui était un ami de mon père, il avait fait 30 ans comme DG. Et moi, je suis arrivée à peu près au moment où Rodrigue Paré prenait sa retraite. Moi, j'arrivais. Fait que pour mon père, il y avait aussi quelque chose de très rassurant parce que M. Paré a tellement fait de grandes choses aussi pour la maison que de savoir que là, moi, je continuais. Je pense qu'il y avait quelque chose aussi qui était rassurant, je pense, pour mon père, là, qui était quand même plus âgé, là aussi. Dites-moi, quelles sont justement les missions de la maison Jean Lapointe? Qu'est-ce que vous apportez aux gens qui ont des dépendances? Oui, c'est une bonne question parce que je pense qu'encore aujourd'hui, les gens pensent que la maison Jean Lapointe, c'est uniquement le traitement, principalement de l'alcool. Mais oui, on a commencé notre mission de cette façon-là. Mais aujourd'hui, le traitement, on fait du traitement interne. Ça veut dire que tu viens dormir chez nous pendant 21 à 28 jours. Mais on a le traitement externe. La pandémie a provoqué le traitement virtuel. Donc, pour toutes sortes de raisons, tu ne peux pas venir à la maison, Jean Lapointe. C'est correct, on a un intervenant qui va pouvoir te suivre à l'externe. On traite le jeu, les problèmes de jeu pathologiques. Puis ça, c'est un énorme département en soi. Et également, maintenant, on soutient les familles. Alors, les familles là, sont nombreuses à venir chercher du soutien à la maison Jean Lapointe. C'est un autre service qu'on a. Oui, parce qu'il n'y a pas juste la personne qui a besoin d'aide, qui est malade, si on peut dire, là, que cette dépendance-là, il y a toute la famille. Absolument. L'entourage souffre. Puis nous, on est là pour les aider. Puis, le dernier né, entre guillemets, c'est il y a 20 ans, c'était nos programmes de prévention. Alors, ça faisait longtemps qu'on se disait, OK, c'est bien, on accueille les gens une fois qu'ils sont dépendants, mais y a-t-il quelque chose à faire à l'autre bout? Oui, c'est ça. Puis c'est là qu'on a dit, il faudrait aller faire le tour des classes, il faudrait rencontrer les jeunes. Et il y a eu, à un moment donné, la Direction de santé publique de Montréal a lancé un appel de soumission pour justement faire de la sensibilisation et de la prévention. Puis c'est là où on a sauté sur l'opportunité. Puis 20 ans plus tard, on est encore là. Et comme je vous disais, maintenant, à travers le Québec, on rencontre les jeunes de la première à la 5e secondaire. On les entoure, là. Oui. C'est pas juste une petite visite de courtoisie une fois durant le parcours du secondaire. Non, on est là tout le temps. Alors, ça veut dire qu'on les voit en secondaire 1, en secondaire 2, secondaire 3, 4, 5. Puis, on leur parle, oui, alcool et autres substances, les jeux de hasard et d'argent, l'hyperconnectivité, et on développe leur jugement critique. Alors, on n'est pas là pour faire la morale, ça ne marche pas, faire la morale, mais on jase avec eux. Puis c'est comme, OK, on va te donner les faits, puis après ça, tu prendras, toi, ta décision par rapport à si tu veux ou non expérimenter, consommer. Ce qu'on a depuis quelques années, on a aussi des intervenants qui restent là dans l'école plusieurs jours par semaine. Fait que si toi, tu penses peut-être avoir un problème, quelqu'un dans ta famille, bien, toc-toc, va voir l'intervenant qui a son bureau, puis on va travailler ensemble en individuel, puis on va t'aider. Alors là, c'est comme si on a toute la panoplie de services autour du jeune, c'est pas mal complet. Puis l'année dernière, on s'est dit, OK, les jeunes, on l'a vu pendant la pandémie, ils n'étaient plus à l'école. Comment on faisait pour les rejoindre? On s'est dit, bien, ça va être
dans le numérique, sur leur cellulaire. Et là, depuis 1 an, on fait de la prévention numérique. Alors, on est sur TikTok, Instagram, YouTube. Alors, on les rejoint de cette façon-là. On a un chat privé, confidentiel. Les jeunes peuvent nous écrire en tout temps pour nous parler de ce qu'ils vivent. Alors là, tu sais, on sent qu'on est solide là, pour accompagner les jeunes. Et évidemment, ben, on le sait très bien, l'entourage est très important. Alors là, maintenant, ben, on a de quoi pour les enseignants puis les parents, parce que les parents, ils font partie également de l'éducation des jeunes en matière de... la prévention et de la solution aussi. Puis souvent, ben, ils sont démunis, ils ne savent pas trop. Souvent, ben, c'est des adolescents ou des jeunes adultes. Les relations, des fois, sont conflictuelles. Donc, c'est pas évident là, de faire office d'aide ou de... Non. C'est pour ça que nous, on est là aussi pour les parents, pour justement écouter leurs préoccupations, discuter avec eux, réfléchir avec eux, ça va être quoi les solutions. Puis on va à la base, hein? La base de, malheureusement, c'est quoi les compétences parentales qu'il faut avoir pour être en mesure d'ouvrir le dialogue sur ce sujet-là qui est quand même assez délicat. Fait que si ta relation est déjà conflictuelle, si vous ne communiquez pas beaucoup, c'est sûr que ça va être un peu plus difficile d'arriver puis te positionner par rapport à la consommation de ton jeune, mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est un incontournable. C'est un incontournable que malheureusement, beaucoup de parents essayent de pelleter dans la cour de l'école ou dans la cour d'organismes comme la Maison Jean Lapointe. Mais nous, ce qu'on leur dit, c'est oui, mais vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Oui, puis un rôle d'intervention, mais un rôle d'exemple aussi, parce que le jeune apprend par l'exemple. Puis ça, je l'ai dit à quelques reprises, tu sais, on dit souvent à nos jeunes, fais ce que je dis, je fais pas ce que je fais. On va pas le dire comme ça, mais on va dire, ben là, tu sais, là, tu viens de faire ton permis de conduire, donc t'es pas supposé de boire. Mais si ton jeune, toute sa jeunesse, t'as vu, toi, aller chez des amis, cuver ton vin, puis boire 2, 3, 4 bouteilles de vin, puis après ça, le soir, partir avec tes enfants dans ta minivan jusqu'à chez toi, c'est ça que ton enfant a enregistré. Donc, il y a cette vigilance-là aussi que le parent doit avoir parce que l'enfant va apprendre par l'exemple. Fait que s'il a vu son père qui a besoin de sa bouteille de vin à tous les vendredis puis qui est comme Gorlo en bon québécois à tous les vendredis, mais c'est l'image qu'il va avoir de sa figure parentale. Tellement. C'est tellement bien dit, mais c'est exactement ça. Et puis, quand les parents, admettons, on donne des conférences là, auprès de parents dans les écoles ou les centres scolaires, puis les parents, justement, vont nous questionner sur, bien, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois l'éduquer à la maison puis lui permettre de boire un peu de vin pour qu'il comprenne ou est-ce que non, au contraire? Puis là, nous, on est là, attends, on va reculer un peu, là, puis c'est là qu'on va explorer. Vous, qu'est-ce que vous faites? À quoi ressemble votre propre consommation? Quelle est votre position par rapport à la consommation d'un mineur? Posez-vous ces questions-là. Après ça, on reviendra et on trouvera des solutions à vos préoccupations. Mais d'abord, c'est, OK, c'est quoi ma position? Le pot est maintenant légal. Est-ce que je suis pour ou je suis contre? C'est quoi ma position? OK, mais le pot est quand même illicite pour un jeune en bas de 18 ans. En fait, oui, il a été légalisé, mais c'est comme l'alcool, c'est pas en bas de 18 ans. Sachant ça. Alors, ça veut pas dire que c'est bon pour la santé non plus. Non, et c'est malheureusement le message qui est souvent compris, c'est que si ça a été légalisé, c'est parce qu'il n'y a pas de risque. Mais t'es comme l'alcool, c'est la substance qui fait le plus de ravages. Puis c'est une des seules qui est légalisée. Alors non, ça ne tient pas la route. Alors nous, c'est vraiment de commencer cette réflexion. Il faut défaire des chaînes là, qui sont là depuis longtemps. Tellement, puis nos jeunes aussi. Alors le jeune, justement, parce qu'il apprend des parents, il apprend des médias, il apprend des amis, il nous arrive avec disons, des fausses croyances, on va dire comme ça, que nous, on doit essayer de défaire. Et des influences aussi. Ben, beaucoup d'influences. Beaucoup d'influence. Alors, nous, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de pensées magiques qui circulent, comme celle de, ben le cannabis, c'est une herbe naturelle, c'est juste de l'herbe, ben oui. Oui, c'est arrivé à des parents qui disent ça, donc, ben, c'est pas grave, ben oui, il explore, il explore. C'est pas parce que ton enfant est un ado qui est obligé de tout explorer, non plus. C'est pas un incontournable, ça non plus. Non, la consommation de substances, c'est pas obligé de faire partie de l'adolescence. Ça peut, puis ça le fait partie dans beaucoup de cas, mais dans beaucoup d'autres cas, moi, j'ai pas consommé, là, moi, c'est ça, moi, j'ai pas voulu, évidemment, j'avais le vécu derrière moi, ma famille, mais ça n'a pas fait partie de mon adolescence, c'était pas une préoccupation.
préoccupation. Moi, la pression des proches, ça ne m'a jamais affectée. Mais pour d'autres, oui, peut-être que c'est un passage obligé, mais... Ou un passage, on parlait justement beaucoup de l'influence, parce que c'est ça qui arrive au niveau des adolescents. Parfois, ils n'ont pas nécessairement le goût de consommer, ils n'ont pas un intérêt de vouloir vraiment tester. C'est pour faire partie de la gang, c'est vraiment... Cool. Le social est tellement important pour eux. Puis malheureusement, ce qu'on voit beaucoup, c'est quand tu arrives au secondaire, tu t'imagines, tu as plein d'idées préconçues que si tu ne consommes pas, ben, tu ne seras pas cool. Mm-hmm. Mais... dans les classes, on leur demande, OK, qui ici a déjà consommé, peu importe, mais sont une minorité à lever la main. Oui. Fait que c'est comme, ben non, comprenez-vous que... La majorité n'ont pas consommé. Est-ce que vous êtes moins cool pour autant? Ben non. Alors, c'est beaucoup de travailler ça avec le jeune, puis avec le parent aussi. Puis aux parents, ce qui est important, c'est, oui, vous, votre propre position, mais après ça, si ça vous tente d'aller comme éduquer votre enfant, bien, allez sur les... bons sites. Allez chercher des faits basés sur la science. Allez pas sur n'importe quel site, puis allez répéter ça aux jeunes. Assurez-vous là, qu'il y a une source fiable si vous êtes pour dire, prétendre que le cannabis, c'est pas dangereux. Ça vient d'où, ça? Alors que... c'est légal. Mais là, c'est légal quand je peux pas rien faire. Oui, tu peux te positionner en tant que parent. Si ton jeune demeure chez toi, puis qu'il a 18, 19, 20 ans, puis que c'est légal, le cannabis, puis lui se dit, ben là, c'est parce que c'est légal, puis j'ai 18 ans. Oui, mais tu restes quand même sous mon toit. Alors, ça ne veut pas dire que on est obligé d'accepter ça en tant que parent, que notre jeune consomme sous prétexte que c'est légal puis qu'il est majeur. Il y a une discussion quand même, puis on reste parent toute notre vie, mais on se doit de se faire respecter dans notre maison aussi. Oui, absolument. Puis surtout que maintenant, on le sait qu'il y a des risques liés au cannabis. On le sait que le cerveau d'un adolescent, il ne viendra pas à pleine maturité avant à peu près l'âge de 25 ans. Sachant ça, sachant donc que les substances vont peut-être avoir un effet différent sur un ado que sur un adulte. Alors, c'est sûr qu'il faut faire certaines mises en garde, mais on ne veut pas faire la morale, on ne veut pas démoniser, mais c'est de donner les faits, de questionner le jeune. Fait que si le jeune il a envie de consommer, bien, c'est de lui demander pourquoi. Puis c'est d'après ces raisons que là, on va comprendre. Bien, parce que je vais avoir l'air cool, toutes mes amis vont consommer, je ne serai pas capable de dire non. Puis il y en a un autre qui va peut-être dire, bien, je suis curieux. OK, tu es curieux. OK. Puis qu'est-ce que tu penses que ça va faire, bon, etc. Ça me permet d'oublier ma peine ou d'oublier mon anxiété. Mais ça, c'est ça, parce que ce qu'on voit chez nos jeunes, c'est qu'au-delà de vouloir avoir du fun puis faire comme les autres, c'est qu'il y en a qui, puis là, on tombe dans peut-être une utilisation problématique, c'est pour aller soulager un mal-être. Alors ça, c'est un indice. Le jeune qui n'est pas capable de dire c'est quoi cette boule-là que j'ai dans le ventre, c'est de l'anxiété. Mais quand je fume du pot ou quand je prends un verre d'alcool, et puis là, ma boule. Puis on sait que ça va juste être momentané, là, puis ça va être pire après. Mais le jeune ne le sait pas encore. Non. Alors, c'est là qu'on sait, OK, ben là, lui, il a peut-être besoin d'aller voir un professionnel à la place. Mais effectivement, je pense que déjà, en essayant de comprendre pourquoi mon jeune tient tant à consommer, on a des indices, là. Est-ce que vous avez vu justement une augmentation à travers les années de jeunes qui consomment plus ou c'est pas mal pareil? Non, c'est ça. C'est pas tant qu'ils consomment plus que... l'âge? Même pas. Il y a comme des vagues de qu'est-ce qu'ils consomment. Et il y a comme, on va dire, peut-être 5 ou 6 ans, on a vu l'apparition là, de la vapoteuse. Alors là, soudainement, les parents, les directions d'école, les jeunes, ça nous parlait juste de la vapoteuse. Puis évidemment, avec la vapoteuse est venue la wax pen, c'est-à-dire où on met du cannabis, puis une vapoteuse, ça passe inaperçu, ça sent rien. Alors, la wax pen, ça fait à peu près 2-3 ans que c'est vraiment la préoccupation principale. Oui, puis c'est tout simplement une prémisse différente à la consommation pour une bonne majorité de jeunes. Oui, mais c'est là, et le THC, le taux de THC dans le cannabis n'est plus le même qu'il y a jadis. Alors, les taux, surtout sur le marché illicite, sont beaucoup plus élevés, et donc c'est beaucoup plus risqué pour un jeune, surtout s'il vapote, parce que tu ne sais pas là, qu'est-ce que tu es en train de prendre, tu ne sais pas combien de puffs, puis tu ne sais pas, puis c'est que ça te solide, là, rapidement. Alors, ça n'a pas du tout les mêmes impacts. Alors, c'est sûr que
Ça, c'est nouveau. Il faut parler, il faut démystifier. Évidemment, la légalisation est venue amener un discours différent aussi, mais les jeunes, depuis toujours, alcool, cannabis, là, c'est ce qu'ils vont consommer en premier et pour eux, c'est très, très banal. Alors, la légalisation du cannabis a juste comme confirmé ce qu'ils pensaient déjà. Ben oui. Alors, pour eux, c'est pas qu'ils en prennent plus ou moins. Vous l'avez dit, hein, que c'était pas grave, regardez, le gouvernement... Là... c'est ça. C'est exactement ça. Alors, c'est plus ça qu'on voit chez les jeunes. On voit, avec les nouvelles, on voit les préoccupations. Quand il sort de quoi dans les nouvelles, le jeune, il va nous en parler. S'il y a un film qui sort qui parle d'une substance quelconque ou peu importe, un moment donné, c'était sur le jeu, c'était... les compteurs des jeunes étudiants qui comptaient les cartes au blackjack, au casino. Là, dans les écoles, ça nous en parlait. Ça voulait tout gagner leur vie en comptant les cartes. Fait qu'il y a des modes. Alors, nous, il faut être toujours à l'affût, toujours prêt à répondre. Qu'est-ce qui vient les chercher? Qu'est-ce qui les interpelle pour être capable de connecter avec eux? Oui, parce aussi. Que... Ben oui, il faut être crédible nous-mêmes, là. Alors, il faut être au courant là, de toujours qu'est-ce qui se passe, les vedettes. Elles sont très influencées là, par les médias, par les vedettes. Et il faut aller démystifier ça aussi. Puis ils ne sont pas tous, en tout cas, pas recommandables, mais je veux dire, ils ne donnent pas tous le meilleur exemple, ces vedettes-là. Non, ce n'est pas tous des enfants de cœur. Donc, puis c'est ça, il faut aller aborder ça aussi avec eux. Justement, la dépendance n'a pas comment je pourrais dire, de niveau social, n'a pas un visage bien défini. Non, elle ne discrimine pas. Parce que souvent, on va se dire, ben c'est ça, un enfant qui est né ou un jeune qui est dans un milieu plus défavorisé, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que vous observez? Il y a les études sont là pour essayer de démystifier tout ça. C'est multifactoriel. Alors oui, il y a des facteurs qui, malheureusement... socio-économiques. Oui, qui vont prédisposer un jeune à peut-être avoir des problèmes. Le premier, c'est au niveau de la génétique. Donc, déjà en partant, si toi, tu as un parent, grand-parent, en tout cas dans la famille immédiate, quelqu'un qui a ou qui a eu des problèmes de dépendance, systématiquement, tu es plus à risque toi-même un jour de développer un problème. Ton contexte familial, fait que c'est sûr que si ça consomme dans la famille, si ça joue, c'est sûr que ça te place à risque parce que on apprend de ce qu'on voit autour de nous. Par l'exemple. Ça a vraiment une énorme influence. Et c'est sûr, au niveau de la santé mentale, au niveau de ton éducation. Alors, c'est sûr que tout ça ensemble fait en sorte qu'il y en a qui... vont être plus à risque. Plus prédisposés. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez aux parents, justement, qui se posent des questions ou comment ils devraient réagir si le jeune, s'ils soupçonnent leur jeune de consommer ou les signes avant-coureurs que notre jeune a une certaine dépendance à quelque chose? Ce qu'on voit beaucoup, c'est, puis tant mieux d'une certaine façon, c'est on a plus de parents inquiets alors que le jeune n'a pas de problème. Mais ils s'inquiètent, puis tant mieux. Fait que ça leur permet de regarder qu'est-ce que fait le jeune. Souvent, c'est ça. Ils vont s'inquiéter alors que le jeune, il est en train d'expérimenter, puis il n'y en a pas de problème. Mais les vrais signes, c'est sûr qu'il y en a. Mais le parent est le mieux placé. Il connaît son jeune, il l'a tricoté. Là. Alors, c'est lui qui le sait si son jeune change de comportement, si les amis changent, si les résultats scolaires diminuent, s'il commence à s'absenter. Fait que ça, c'est déjà en partant, on le voit qu'il se passe de quoi dans la vie de notre jeune. Ça peut être plein de choses. Mais il faut considérer dans ces plein de choses-là, est-ce que c'est possible que mon jeune consomme? Évidemment, c'est de voir les signes. Le cannabis, on le connaît bien. Là, tu vas avoir les yeux rouges, tu vas avoir les munchies, tu vas rire pour rien. Bon, si quelqu'un consomme... Avoir un truc de bouffe, ça va faire. Absolument, les munchies. Alors, c'est sûr qu'il y a des symptômes, puis il y a les hauts et les bas dans la vie du jeune. Alors, nous, on est les mieux placés. C'est sûr que si on parle d'une dépendance comportementale, alors c'est sûr que là, c'est de voir... est-ce que soudainement, il y a beaucoup d'argent, puis le lendemain, il n'y a plus rien? Est-ce qu'il revient à la maison, puis il n'y a plus ses sneakers, puis il prétend qu'on lui a volé, mais il les a peut-être gamblés? C'est sûr, ça devient... On est échangé contre un... OK. Oui, alors il y a de ça là, qui se passe aussi, mais normalement, on le voit. Le comportement de notre jeune va changer, définitivement.
Puis maintenant, avec la vapoteuse, toutes sortes de façons d'ingérer le cannabis, c'est plus vrai que tu vas le sentir, parce que ça sent. C'est pas tout le monde là, qui continue à fumer. Non, puis qui sont à l'affût de ça. Il y en a des fois, ils vont dire « Ah, ben ça sent le pot. » Ça sent... Je n'ai comme pas remarqué que ça sentait le pot. Donc, c'est ça, c'est pas toujours remarquable par tout le monde. Puis, il y a aussi le danger maintenant avec le fentanyl, tout ça. Il y a ce danger-là aussi, là, d'être encore plus exposé à des situations dramatiques. Oui, mais ça, c'est à partir du moment où tu décides, toi, d'acheter, d'aller te procurer des substances sur le marché illicite, oui, le risque est là. Parce que si... c'est pas la chose à faire, mais si toi, tu veux fumer du pot puis tu vas fouiller simplement dans le tiroir de ton père qui l'a acheté à la SQDC, c'est une chose. Mais si c'est parce qu'à l'école, tu as ton pusher puis en même temps, il t'offre un paquet d'autres affaires puis il dit oui, je te le dis, c'est sécuritaire. Juste une petite pilule puis ça va être fun ce soir. Oui, bien, tu peux pas le croire. Non. Nous, c'est beaucoup ça qu'on développe, le jugement du jeune, c'est de se dire, OK, il dit qu'il connaît qui l'a fabriqué ou il sait d'où vient la pilule. Questionne-toi. Il sait-tu vraiment? Puis il y a des parents, qu'est-ce que vous dites des parents qui vont dire, regarde, tu veux consommer, je vois que ça fait partie pour le moment je vais aller avec toi, puis j'aime mieux aller avec toi qu'aller à l'SQDC, justement, aller t'approvisionner là. Est-ce que pour vous, ça peut être une démarche correcte du parent ou c'est plus de dire, regarde, j'endosse ce que tu fais, donc je viens comme te donner ma bénédiction de le faire. Ben, c'est ça, c'est le message qu'on envoie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout va être... Chaque situation est différente. C'est sûr que je ne peux pas encourager ça comme tel quand je travaille dans le domaine. Non. Mais en même temps, bon, faut voir, y a-t-il une décision qui est la moins pire? Là, si tu es certain que ton enfant, tu sais, qu'il va de toute façon consommer puis qu'il va aller sur le marché noir, puis par la honte ou il veut se cacher, il va se commander ça avec un ami, ben t'es peut-être mieux à ce moment-là d'accepter, de dire, regarde, j'aime mieux que tu le fasses chez moi, puis on va aller à l'SQDC, puis en même temps, ben ça nous permet d'en parler parce qu'il y a comme une ouverture qui s'installe où le jeune se permet de le faire. Tu sais, comme on dit, c'est le but, c'est de dire, hey, ça tente-tu d'essayer ça? Viens, on va aller magasiner, on va à l'SQDC, puis en tant qu'à l'essayer, on va l'essayer. Moi aussi, je vais essayer ça avec toi. Je pense qu'il y a une différence entre ça, puis une différence de dire, ben regarde, là, moi, en tant que parent, j'ai soit le choix de voir mon jeune consommer de toute façon, en ne sachant absolument pas où il va s'approvisionner, puis entre lui démontrant une certaine ouverture dans, tu sais, pas que je suis pas en le nommant, que je suis pas d'accord, mais que je préfère pour sa sécurité dire, regarde, on va aller ensemble, puis tu vas te le payer, mais on va aller là, puis regarde, il y a des endroits où au moins tu peux aller t'approvisionner, puis... Bien là, on parle d'un jeune qui a l'âge d'aller oui, de l'âge, ben oui, parce qu'il y a des cartes, tout ça, oui. Mais pour un jeune qui est au secondaire... Oui, c'est ça, c'est donc l'affaire. C'est un autre discours. Oui, c'est un autre discours, oui. C'est un autre discours, c'est pas légal. On s'adresse principalement aux 12-17 ans. OK. Alors, c'est sûr que... nos recommandations vont être bien différentes. Ben oui, puis c'est bon que vous en parliez parce que c'est vrai que, bon, effectivement, quand c'est pas légal, ben de toute façon, ça le dit, c'est pas légal. T'es même pas censé consommer. Ça, c'est une chose. Mais quand même, on est parents toute notre vie. Donc, tu as un adulte chez toi, un jeune adulte, tu sais, ça reste des enfants pour toi, ça reste vos enfants, 18, 19, 20 ans, et que là, ils sont dans la légalité. Bien, il y a peut-être une façon d'aborder... Puis là, c'est libre, c'est vraiment chaque parent qui doit se questionner. Puis à partir du moment où lui, il se dit, admettons, ben moi, c'est non, pas chez moi. Puis si tu reviens à la maison, puis je vois que tu as consommé, c'est non. Puis tu mets les règles claires. Assure-toi de les suivre, puis assure-toi d'être capable de les défendre. Pourquoi? C'est pas juste non, c'est non. C'est pourquoi. Puis là, tu dis pourquoi. Ouais. Je pense que c'est ça qui est important. Mais pour sûr, à partir du moment où on a un adolescent, il va y avoir des occasions de consommer. Tu ne le garderas pas attaché à la maison, fait qu'est-ce que tu vas? Tu le sais. Alors, les chances sont qu'il consomme quand tu ne seras pas là. Parce que qui a envie de consommer avec ses parents? Personne. Qu'il y a des parents qui font ça,
Puis c'est pas Oui. être un parent. En tout cas, moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais là, ça, c'est Ouais. pas la majorité. La majorité, non. Mais je pense que des gens partant, comme je disais un peu plus tôt, c'est réfléchissez, là. Qu'est-ce que vous en pensez de la consommation chez votre enfant, votre jeune adulte, Bon. Après ça, c'est quoi les règles? Faites-les connaître, puis surtout, respectez-vous qu'est-ce qui va être les conséquences d'un non-respect de la règle. Effectivement, le jeune, il habite chez vous. Fait que oui, c'est sûr, c'est de dire, ben, tant que tu es sous mon toit, ça va se passer de même. Mais malheureusement, il y a bien des jeunes qui ne respecteront pas la règle. Puis beaucoup de parents qui ne seront pas capables non plus de maintenir de se positionner. Ben aussi. Alors, c'est les conséquences qui viennent avec. Non, c'est ça. Et puis, quand on demande aux jeunes, puis on leur demande, levez la main ceux qui ont déjà consommé de l'alcool. Puis, ils ont 12-13 ans, puis il y en a qui lèvent la main, on leur demande, mais c'était dans quel contexte? Puis c'était avec qui? C'était avec papa, maman. Ah oui. Puis c'était à Noël, au jour de l'an. Good, là, t'es assez vieux, là. Juste un petit peu tremper tes lèvres. Fait que ça, on comprend, on l'a tout vécu, puis il y a bien des parents qui l'ont fait, puis ça a été correct. On ne fait pas pour mal faire, là, oui. Mais quand on prend du recul, on se dit, ben, c'est-tu vraiment nécessaire? Moi, je donne toujours le même exemple. Moi, j'ai un ami, 2 adolescents qui ont à peu près 2-3 ans de différence. Et le père, c'est un Français, et qui, lui, boit son verre de vin avec les repas. Il s'est dit, ben quand viendra le temps, ben je vais leur permettre de goûter. Puis, je pense que c'est correct comme ça. Ils vont comprendre, développer le goût, l'appréciation, que c'est juste avec le repas, bon, etc., etc. Mais ce qui est arrivé, c'est que le plus vieux, il a fait « c'est vraiment pas bon ». Puis le plus jeune, il a fait « moi, j'aime ça ». Puis il s'est mis à aller vider les verres, là, lui. Puis lui, c'est là « Papa, est-ce que ce soir, on peut en boire? » Fait que c'est là que moi, ce que je lui ai dit, regarde, tu le sais pas comment le jeune va réagir. Puis tu le sais pas, peut-être que... Jusqu'où ça va aller. Peut-être que dans la majorité des cas, le jeune va faire « wash », puis il va repousser ça plus tard, mais tu le sais pas si un moment donné, tu vas pas tomber sur un jeune qui... ça va venir faire de quoi? Puis lui, il va falloir recréer. Fait que pourquoi prendre le risque? Pour moi, c'est ça. De la même façon, le cannabis, tu le sais que le cannabis peut entraîner des psychoses. Oui, c'est très rare. Oui, mais si ton jeune a une vulnérabilité au niveau de la santé mentale, puis que malheureusement, c'est un peu comme jouer à la roulette, ça pourrait tomber sur ton jeune, ça tente-tu? C'est une chance à ne pas prendre. Pour moi, c'est... Mais c'est sûr, je viens d'une autre... C'est un coup de dé à... Oui, mais en même temps, ça, c'est ma position, mais en même temps, nous, c'est sûr, quand on parle aux parents, on va leur exposer tout ça. Puis après ça, ils prendront la décision de si c'est pour mal se passer, je préfère être là puis appeler l'ambulance que de le laisser. Bon, OK, fine. Mais sois en adéquation avec toi-même par rapport à la décision que tu vas prendre. Puis assure-toi que ta décision, elle est informée, puis elle est basée pas sur des mythes puis de la légende, mais sur les faits. Sur les faits de pas dire « oui, mais de toute façon, c'est naturel ». Ben non, c'est plus un argument qui se dit. Non, ça c'est sûr et certain. On parle de la consommation chez les jeunes, mais les adultes, les parents, l'impact sur les enfants avec des parents qui consomment. Oui. Consomment sans problème ou qui consomment et c'est problématique? Ben, parlons des deux, ouais. Parce que ça amène des dynamiques différentes, j'imagine. Oui, tout à fait. Encore une fois, le parent, il faut que lui se questionne du fait qu'il consomme et peut-être consomme devant son enfant. Puis il faut qu'il réfléchisse au message que ça Est-ce qu'on parle comme des alcooliques qui vont se dire « je fonctionnais », un alcoolique fonctionnait? Non, là, je parle de n'importe qui prend un verre. Prendre un verre de vin régulièrement, OK, parfait. Je pense que c'est juste de se dire, ben moi, c'est pas problématique, tout est sous contrôle, le message que j'envoie. Oui, puis c'est de l'effet. Ton enfant va voir l'effet sur les... Tu sais, si tu prends deux verres, puis ça s'arrête là, mais si tu dois voir le fond de la bouteille, puis que tu termines le repas en t'en allant au lave-vaisselle... C'est pour ça que c'est... Oui, j'avoue. C'est pour ça que c'est très différent là, d'une famille à l'autre. C'est de réfléchir par rapport à ça. Mais ceux qui sont vraiment dans la dépendance, où, mettons, les enfants vont se retrouver à la DPJ, vont se retrouver... Oui, c'est ça. Fait que malheureusement, je pense que la personne qui est rendue dépendante, probablement que le focus n'est pas là-dessus. Là. Alors,
de mon expérience, c'est sûr qu'à ce moment-là, le jeune, comme on le dit un peu plus tôt, lui, il va voir qu'est-ce que le parent fait, puis il va se faire une tête là, par rapport à ça. Fait que c'est soit comme, ça a donc bien le fun, moi aussi, si je bois, c'est pour me saouler, non pas si je bois, c'est pour, parce que j'ai l'appréciation d'un grand vin. Bien, malheureusement, ça va être ça, son éducation. Ce qui va arriver, par contre, c'est que la majorité des jeunes qui vont à l'école, qui sont rendus au secondaire, vont avoir de la prévention. Ils vont avoir des intervenants qui vont venir leur parler. Il va entendre des discours contradictoires. Fait que ce que papa ou maman ou les deux font à la maison versus ce que l'expert va venir lui dire, comme quoi, il y a des risques et on parle de la loi de l'effet, donc le fait que tu ne peux pas te fier à l'expérience d'un parce que tu n'as pas la même grandeur, tu n'as pas le même poids, tu n'as pas la même génétique, le contexte n'est peut-être pas le même. La même prédisposition. Exactement. Et après ça, il doit se faire une tête. Il doit se faire une tête. C'est confrontant, puis c'est là que nous, on a des jeunes qui vont venir nous voir. C'est parce que si je comprends ce que vous me dites, ça voudrait dire que moi, mon père a un problème. Là, t'es comme, oh my God, bon, OK, je veux pas aller là, parce que je le connais pas, ton père, je sais pas, je peux pas poser un diagnostic. Psychologue, non, c'est ça. Mais en même temps, c'est vraiment d'amener le jeune à dire, OK, fait que toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est de l'accompagner, de l'écouter, puis après ça, de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Parce que malheureusement, dans les bureaux, en privé, nos jeunes, c'est ce qu'ils vont nous dire. Ils vont parler de papa, maman, ils vont parler du frère, de la sœur. Des fois, ils vont parler d'eux, évidemment, aussi, et c'est là que... On est capable de dresser un portrait familial des prédispositions de ce jeune-là. Oui, puis le jeune, à force de nous voir puis de nous parler, il va réaliser aussi que, OK, fait que c'est peut-être pas de cette façon-là, moi, que je devrais consommer. Puis après ça vient, évidemment, mais je fais quoi? Tu sais, je fais quoi par rapport à mes parents? Qu'est-ce que je fais par rapport à mon grand frère? Eux, ils se sentent démunis là, de voir quelqu'un qui a une dépendance, là. Un jeune, justement, qui vit quelque chose comme ça, c'est quoi ses alternatives? Il va appeler, mettons, la maison Jean Lapointe. Mais lui, c'est sûr. Déjà, en ayant nos intervenants dans l'école, il va pouvoir nous rencontrer puis nous en parler, puis aller chercher l'aide nécessaire pour composer avec cette situation-là. Tu as l'école là, qui est là aussi pour lui. Là. Oui. Mais pour le parent, c'est sûr que si le parent il continue à être un bon parent, le jeune, il va juste falloir que lui décide quelles sont ses limites. Malheureusement, c'est un jeune qui devient adulte beaucoup trop tôt, là, de voir qu'est-ce que lui va tolérer, qu'est-ce qu'il ne va pas tolérer à la maison. Là. C'est là, on est dans autre chose. Mais normalement, tôt ou tard, là, il y a des signalements qui se font où la personne se prend en main de tout. Dans, justement, à travers vos plusieurs années de parcours, si je vous disais de me raconter deux histoires, une histoire qui a bien fini, puis une histoire qui a moins bien terminé. Est-ce que là, on parle, peu importe que quelqu'un en traitement, en prévention? Oui, en traitement, oui, c'est ça, d'une histoire qui vous a marqué, vous êtes, regarde, c'est ça, c'était vraiment positif parce que cette personne-là est arrivée, puis maintenant, elle est rendue là. Puis une autre histoire où, malheureusement, parce que vous en échappez, là, vous en échappez. C'est pas nous, c'est pas notre faute. Non, c'est ça, mais c'est ça. Il y en a, malheureusement, qui le perdent, ce combat-là, malheureusement, contre la dépendance, là, c'est sûr. Je pense que j'ai à peu près toujours le même... le même modèle en tête. Là. Il y a plusieurs années, un jeune, début vingtaine, c'est un samedi matin. Nous, on fait de l'intervention de crise au casino de Montréal. Alors, quand il arrive une situation, quelqu'un en détresse au casino et que l'équipe du casino n'est pas capable de désamorcer la crise, on nous appelle. Puis en dedans d'une demi-heure, l'intervenant qui est de garde doit être sur place. Alors, mon intervenant m'appelle samedi matin. La maison, elle est pleine. Mes intervenants, là, ils ont un caseload plein. Ils ne peuvent plus prendre personne d'autre. Alors, il m'appelle, il dit, écoute, j'ai un petit jeune là, qui ne va pas bien du tout. Sa mère vient de se faire opérer. Elle lui a donné de l'argent pour qu'il aille faire l'épicerie. Ça fait 3 jours. Il est pour retourner à la maison, puis là, il est stationnement du casino, puis il a des idées suicidaires. Fait que là, j'ai fait, OK, fait que ce jeune-là, tu le ramènes. J'ai dit, moi, je vais le prendre dans mon case. Moi, j'en ai plus de caseload, je suis directrice. Alors, le jeune est venu à la maison Jean Lapointe pour un problème de jeu, principalement. Il a fait une première thérapie, il est sorti, mais il n'a pas arrêté de consommer.
Fait qu'il est retourné dans la consommation, puis il est retourné dans le jeu. Il nous a rappelé, il est revenu une deuxième fois. Là, cette fois-ci, il avait comme abdiqué, je peux dire, par rapport au jeu, puis par rapport à, je pense, à la cocaïne. Mais l'alcool, pour lui, c'était pas problématique. Il était comme, oui, l'alcool, c'est réglé, il n'y en a pas de problème. Mais finalement, non. Il avait gardé l'alcool un peu comme c'est un autre petit échappatoire. Porte de sortie. Il nous rappelle une troisième fois, puis il dit, OK, là, je peux plus. Fait qu'il a tout arrêté. Ça a repris 3 démarches. Et après cette troisième fois, il n'a pas retouché à la consommation. Et ce petit jeune-là, c'était un gars qui n'avait pas de direction dans la vie. Il avait une job qui payait bien, je pense dans une pépinière ou je ne sais plus trop. Et puis finalement, il a décidé de retourner à l'école. Puis aujourd'hui, il est au doctorat en sociologie. Il enseigne au cégep. Il est impliqué dans les mouvements d'entraide, etc. Et puis, et l'autre jour, parce que de temps en temps, il vient faire un tour à Maison Jean-Lapointe voir notre médecin. Et fait que je le vois, il se met sa cote dans le cadre de porte. Puis je dis, oui, moi je me suis dit, c'est un nouveau résident, je sais pas. Puis il dit, ben salut. Puis je dis, ben voyons, il est donc bien familier, tu sais, je suis comme. Il dit, ben voyons, puis là, il dit son nom, puis j'étais là, ah! Ça faisait des années que je l'avais pas vu. Et puis c'est là qu'il m'a raconté là, tout ce qu'il faisait, puis où il était rendu dans la vie. Puis ça, c'est tellement beau de voir ça. C'est notre vraie paye en ce moment. C'est notre paye. Beau, accompli, heureux, malgré là, tout un contexte de vie pas facile. Il a été capable d'y trouver sa Puis s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour aller le rejoindre, on sait pas. L'intervention de crise au casino, elle a sa raison d'être, de toute évidence. Et le fait d'avoir été capable de lui dire « Tu ne retourneras pas tout de suite à la maison, on va appeler ta mère, viens-t'en, viens te reposer à la maison Jean-Lapointe, puis après ça, commence ta thérapie avec nous. » Probablement, sa mère était tellement heureuse de voir que son fils se prenait en main aussi. Donc, ça a été vraiment là, tellement une belle histoire. Puis que les rechutes peuvent faire partie. Ça fait partie. Puis je le dis tellement souvent quand je parle aux résidents. Je dis, écoutez, j'ai dit, mon propre père, il aura fait je ne sais pas combien de séjours à l'hôpital en détox. 10, 15, 20 fois, on ne les compte plus avant de finalement arrêter. Fait que la maison porte son nom. On ne peut pas refuser quelqu'un parce que rechute après rechute, il revient à la maison quand même. Reviens, c'est correct. Chaque fois que tu tombes puis que tu te relèves, tu t'approches de ton objectif qui est évidemment l'abstinence. C'est ça, puis c'est de vouloir se relever parce que, comme on dit, il faut que ça vienne de la personne parce que souvent, c'est l'entourage qui veut plus que la personne elle-même. Souvent. En fait, l'entourage, c'est que l'entourage voit pas mal plus vite qu'est-ce qui se passe que la personne qui consomme. Parce que la personne qui consomme, elle est dans le déni. Puis être dans le déni fait en sorte qu'elle ne reconnaît pas qu'elle a de problème, fait que ça la maintient dans la consommation. Mais nous, l'entourage, nous, on le voit, ce qui se passe, puis on n'est pas dans le déni. Alors, c'est sûr que des fois, on se dit... Ah, ben là, cette fois-ci, là, c'est sûr qu'il va arrêter. Ah, là, il a touché le fond. Mais non, c'est pas nous qui décidons. Nous, on est à bout, mais lui, il est encore du fun. Là. Fait que c'est pas nous autres qui... Donc, il faut vraiment que la personne veut, tu sais, que ça vienne vraiment d'elle, même s'il y a plein de monde autour de la personne. Il peut avoir la pression de l'entourage, puis la personne va pouvoir venir en thérapie, puis... Par amour pour ces personnes-là. Puis peut-être qu'elle va faire vraiment une très belle démarche, mais des fois, c'est des gens qu'on revient puis qui vont nous dire finalement, là, je pense que j'étais venue pour ma conjointe. Là, je viens vraiment pour moi. Tu sais, donc, c'est quand même un discours qu'on entend. La mort, c'est ça, l'énergie initiale est différente à ce moment-là quand la personne vient par elle-même. Oui. Puis sinon, vous m'avez demandé peut-être une histoire qui se finit moins bien. Ben, je veux dire, ultimement, les histoires qui se finissent moins bien, c'est toujours parce que la personne s'est ramassée à l'hôpital, en prison ou à la morgue. C'est les trois options quand une Celle la plus triste que vous auriez en tête, ça serait quoi? Elles le sont toutes, hein? Elles le sont toutes. Je pense que celle peut-être qui me touche plus parce que c'était le père d'un ami de mon fils qui a eu un long combat contre plusieurs substances qui, en cours de parcours, malheureusement, est tombé justement là, dans les opioïdes. Ça
même sa blonde avait toujours avec elle une trousse de naloxone pour être capable de le réanimer parce qu'il faisait des surdoses là, quand même régulièrement parce qu'il achetait sur le marché illicite. Donc, on a parlé là, tantôt de fentanyl. Alors, bon, c'est une réalité. Fentanyl, carfentanyl et autres substances encore plus puissantes. Alors, je vous dirais effectivement là, que la plus triste histoire, c'est celle-là, le père qui est à la maison puis qui rechute malheureusement. Puis comme il consomme seul, bien, la blonde le retrouve dans le sous-sol, là, décédé. Pas été capable de le réanimer. Alors, c'est sûr que ça, c'est une histoire parmi tant d'autres très similaires, mais qui, parce que je suis allée au service puis je suis allée au funérailles, ça vient me chercher davantage, puis de voir que c'est un petit jeune qui perd son père, qui, lui, était le plus vieux de sa famille, là, de voir qu'il y avait petite sœur, petit frère. C'est devenu l'homme de la maison du jour au lendemain. Oui, alors que tu es un adolescent. Oui, mais une famille résiliente avec une conjointe très résiliente qui en a fait un peu son combat aussi, d'aller parler justement des risques, d'aller parler de ça, puis d'aller parler aux familles pour qu'elles puissent aller chercher de l'aide. Oui, puis c'est pour ça que je te demandais justement une histoire aussi qui finit plus mal parce que, tu sais, justement, il faut en parler aussi parce que c'est une avenue qui peut arriver. Dans certains cas. Ah, vraiment. Mais nous, puis on le sait, là, à la maison Jean-Lapointe, on le sait que de temps en temps, on va avoir un appel, puis on va apprendre le décès de quelqu'un qui est passé par la maison, malheureusement. Là, des fois, oui, c'est l'âge, la personne a eu une belle vie, puis elle est juste décédée naturellement, mais bien souvent, c'est soit une surdose ou malheureusement un suicide. Alors ça fait partie également de mais vous en sauvez plus que qu'on en perd. Que vous en perdez au moins. Oui, puis c'est pas nous, on le sait, les gens ils viennent apprendre à la maison Jean-Lapointe, vont peut-être aller dans d'autres centres, vont faire des meetings, vont aller voir un psychologue. On fait partie un peu là, de l'écosystème puis de son chemin de vie vers l'abstinence puis la sobriété, puis c'est correct. Le taux de succès, on nous le demande tout le temps. On est comme, ben non, on ne mesure pas ça, là, le taux de succès, parce que c'est une personne à la fois. Dans son parcours, on est où, là? Si la personne est venue en thérapie, elle sort de thérapie, puis elle met en place tout ce qu'on lui a dit, ça va bien se passer. Mais on connaît, il y a les embûches de la vie, la réalité, qui n'est pas toujours évidente, là. La vie est... La pandémie, ça a eu quoi comme impact? Énorme impact sur la consommation. Je me gardais une petite gêne là, pendant la pandémie parce que... vous vouliez pas comment empirer, mais c'est sûr que l'idée de garder les SAQ ouvertes, c'était pas une bonne idée. OK. Alors, c'est sûr que nous, on a vu cette décision-là, puis on a fait, c'est parce que qu'est-ce que les gens vont faire? Ils ont juste ça chez eux. Puis le seul magasin ouvert, à part l'épicerie, c'est la SAQ, hello. Alors aujourd'hui, les études le démontrent. Puis nous, on l'a vu, l'impact. Là. Combien de gens nous ont appelés pour nous dire qu'ils ont développé un problème pendant la pandémie? Ça prenait pas... Je ne dis pas sorcier, là. On aurait pu prévenir, là. Oui, franchement. Il y a des gens qui ont dû sonner des signaux d'alarme qui n'ont pas été entendus. Oui, absolument. Alors, aujourd'hui, on voit ce que ça a donné, malheureusement. On a vu la même chose chez nos jeunes en termes de détresse psychologique, d'être confinés à la maison. Le cercle social est tellement important à l'adolescence. Donc, c'est sûr que la pandémie aura eu... des impacts majeurs, puis on espère que s'il fallait qu'il y ait une autre pandémie du genre, bien qu'on apprenne sérieusement, qu'on tire des leçons. Là. Vous n'avez aucune gêne à fermer tout ce qui était casino, les jeux, même à un moment donné, tu ne peux même plus acheter de billets. OK, ça c'était correct, là. Mais de laisser la SAQ ouverte, puis SQDC, je veux dire... OK. Des gens vont se divertir, c'est quoi l'idée derrière ça? Il y a tellement de contradictions. Bien, tu sais, mon point de vue, de quelqu'un qui travaille dans le domaine depuis assez longtemps, ben c'est toujours une question d'argent à la fin de la journée. Tu ne peux pas tout fermer puis perdre tous tes revenus parce que c'est très payant. La SAQ, la SQDC, l'Auto-Québec, toutes nos sociétés d'État, finalement. Au détriment de la population. Au détriment de la population, malgré certaines initiatives pour pallier. Oui, vraiment.
Ben oui, c'est comme le casino qui a plein de mesures, Oui. etc., mais qui met de nos côtés plein de millions pour attirer gratuitement les jeunes, même dès 18 ans, ils les accueillent. oui, Puis moi, je sais, j'étais allée avec mon fils, puis je pense en tout cas, on est allé là, on va aller au restaurant, tout ça. Puis là, tu as vraiment, là, ils donnent un écusson à 18 ans. Puis, oui, ils ont un te fidéliser, là. Oui, ils ont un package de bienvenue. Pour identifier le jeune que maintenant il a 18 ans, puis bienvenue. Bon, naturellement, je connaissais, comme vous disiez, on connaît nos enfants. Je le savais qu'il n'y avait pas justement un intérêt ou ne serait-ce une possibilité à ce qu'ils finissent tous ces fins de semaine-là. Mais quand même, j'ai trouvé ça particulier que déjà, ils ont vraiment un package pour les jeunes de 18 ans pour devenir fidéliser une clientèle. C'est comme les cartes de crédit, hein? Ils n'ont même pas 18 ans, là, puis ils se font déjà solliciter à consommer, à avoir des cartes de crédit. Ma fille avait été comme outrée de tout ça. Elle avait même pas 18 ans, puis déjà là... Incroyable, hein? Oui. Fait que c'est sûr que... puis effectivement, par rapport aux jeux, on le voit, les jeux vidéo, comment ils sont faits, il y a vraiment... Ils sont en train de les... ils pratiquent un peu c'est quoi un jeu de hasard et d'argent. Les jeux... maintenant, de hasard et d'argent ressemblent à des jeux vidéo dans la plupart des cas. Donc, c'est sûr que oui, là. Alors, et c'est pour ça que, oui, c'est correct. Est-ce que c'est mieux que ce soit des sociétés d'État? Oui, bien sûr. On ne veut pas que ce soit le crime organisé. Ben non, on ne veut pas parce qu'ils n'en ont rien à cirer de la personne qui a un problème. OK, on le comprend. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup plus qui pourrait être fait. Puis, malheureusement, au niveau de l'alcool, il n'y a rien qui est fait. Le lobby de l'alcool, c'est quelque chose qui est puissant, c'est quelque chose qui est politique. Et malheureusement, il n'y a rien. Nous, on ne reçoit pas d'argent de l'industrie de l'alcool, qui est de la SAQ. Il n'y a rien qui est versé à des centres de traitement pour aider, alors que l'Auto-Québec a une obligation de remettre dans les différents ministères. Le ministère de la Santé, en revanche, va nous aider. Alcool, cannabis, il n'y a rien pour le traitement. Il n'y a rien. Bien, possiblement qu'ils doivent... ils n'ont plus d'argent, ils doivent payer leurs employés avec le syndicat, là. Mais si vous... Je passerai pas là-dessus, mais... Non, les profits... Ça vaut cher vendre une bouteille de vin à la sac, là. Mais la SQDC fait des profits hallucinants. Par contre, oui, il y en a qui s'en vont en prévention et en recherche. Mais encore une fois, nous, à la maison Jean-Lapointe, on doit charger les gens pour qu'ils viennent se faire aider parce que le gouvernement ne nous aide pas. Puis c'est ça qui est vraiment fâcheux. C'est bien, ils nous aident en prévention. Puis ça, franchement, le tant mieux, parce que la prévention, c'est vraiment important. Mais en même temps, la personne qui, elle, a développé un problème de dépendance, elle ne vaut pas... Non, puis parce que c'était là, puis c'était, mettons, accessible, etc. Puis moi, je me dis, oui, effectivement, il ne faut pas que ça soit géré par, justement, le crime organisé. Mais d'un côté, je me dis, ce que je trouve de mon côté autant grave, là, je me dis, mon Dieu, c'est presque des bandits à cravate, dans le sens où, je veux dire, le criminel, lui, il s'en fout. On le sait que, tu sais, ils vont te vendre de la cochonnerie, ils vont te vendre de la drogue illicite, tu sais, puis bon, c'est un truand. Mais la société d'État qui légalise ça ou qui régularise ça, mais qui vend quand même un produit qui, c'est prouvé de plus en plus au niveau de l'alcool, du cancer du sein, au niveau des femmes, au niveau des hommes aussi, mais que c'est poison. C'est poison, l'alcool. Donc, je veux dire, c'est comme, tu sais, c'est ça que je trouve encore, pense, plus grave, parce que c'est comme le faire impunément au nez de tous, de dire, ben c'est du poison, prenez-en et buvez-en tous. En fait, c'est pour vous. Ben, c'est toute la question de l'encadrement autour. Le cannabis, il n'y en a pas de promotion. Il n'y en a pas, c'est pas affiché, ça a été très, très bien encadré. Ça aurait pu être encore plus serré, mais en revanche, c'est sûr, ça a été légalisé bien avant. Au niveau de l'alcool, et au niveau du jeu, tu peux faire toute la publicité que tu veux. Ils n'ont pas mis ça sexy ou ils n'ont pas... C'est ça. Ils n'ont pas promu trop C'est là, on a réglementé ça, on a fait ça pour la population, tant qu'à justement que vous vous retrouviez tous morts à faire venir ça par un Uber chez vous.
Mais tandis que l'alcool, ben là, on est dans la publicité, on est dans le fait d'accepter, même est-ce qu'on pourrait aller jusque dans à la télé? Ah, absolument, absolument. Oh, oui. Donc, c'est sûr que après ça, tu demandes à un jeune de prendre une décision éclairée, mais il reçoit tellement de messages contradictoires. Qu'est-ce que le pauvre jeune, il peut faire? Mais le jeune, il va faire confiance à un organisme comme la Maison Jean Lapointe qui vient lui parler, puis il fait confiance à ses amis, alors que les amis ne devraient pas servir d'exemple, mais il va faire confiance à ses parents également. Ce qui fait que le parent, il joue un rôle important, puis chaque parent doit lui-même s'éduquer par rapport à l'alcool, les autres substances, les jeux, justement après ça pour aider le jeune. Puis justement, parfois, s'il y a une annonce à télé de jeux ou d'alcool ou je ne sais pas trop qui passe, puis ton jeune est à côté, c'est une occasion justement d'ouvrir là-dessus. Puis est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, ben, on ne devrait même pas en voir à la télé? Par exemple, tout le monde en parle, qui dès qu'il y a un invité, c'est un automatisme. Ouais. Vous voulez rester? Ben, ça vient avec le package. Je te sers un verre de vin. Naturellement, l'invité qui n'en veut pas, qui ne consomme pas, on voit très bien qu'il va boire autre chose. Ouais. C'est évident. Mais le premier réflexe, puis c'est quand même une émission à grande écoute. Ouais. On parle de plusieurs millions de personnes. Donc, on vient justement banaliser l'effet de l'alcool. Bien, en fait, au-delà de banaliser, c'est qu'on encourage. Oui, on encourage aussi. C'est qu'on encourage. On va le présenter. Ah, c'est quel vin, il vient d'où? Puis bon. Comme c'était un trophée. Hein? Donc, il y a beaucoup de chemin à faire. Oui, en ce moment, on est en plein défi 28 jours sans alcool, le mois de février, une levée de fonds de la Fondation Jean Lapointe. Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens qui embarquent, puis ils vont faire un mois sans alcool. Et ça, il y a 12 ans, quand on a commencé, là, on nous regardait tout croche, là. Alors qu'aujourd'hui, c'est comme, OK, c'est bon, après les fêtes, on va faire un petit mois le plus court de l'année sans alcool. Et ça, c'est le fun de voir ça. Puis ce qui est le fun aussi, c'est de voir que l'industrie des boissons sans alcool devient de plus en plus populaire. L'offre est vraiment diversifiée. Et c'est là qu'on voit que, OK, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais on voit que tranquillement, les Québécois, les Québécoises commencent à être de plus en plus conscients. Il y a un mouvement différent. Vraiment je peux avoir du fun sans consommer. Il y a des bénéfices très clairs de pas consommer. J'ai des idées plus claires. J'ai pas la gueule de bois. Je fais pas d'insomnie, je fais plus d'anxiété. Exactement. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit. Mais, comme je disais, le lobby est tellement... l'alcool, on ne sait pas trop où on va être dans 20 ans, mais au moins, il y a ça qui est encourageant. Ces messages-là envoyés, quand il y a des personnalités connues qui font la promotion d'une vie sobre, qu'ils aient eu ou pas un problème de consommation, c'est quand même le fun de voir qu'il y en a qui vont choisir la sobriété. Et ça, je pense que ça envoie des messages vraiment encourageants, surtout pour nos jeunes. Oui, parce que les personnalités publiques, comme le gouvernement, mais aussi les personnalités publiques qui ont justement qui ont le privilège d'être devant les caméras, puis d'être adulés par plusieurs personnes, ils ont un devoir. Moi, je me dis, à partir du moment où tu es une personnalité publique, tu as un devoir. Tu as un devoir, justement, par rapport à la population. Bien, il y en a qui le voient pas comme ça. Mais ceux qui, moindrement, ont une petite corde sensible, ils vont utiliser cette plateforme-là qu'ils ont pour, justement, faire du bien aux autres puis envoyer des messages influencer positivement. Oui, tellement. Puis c'est sûr, je pense souvent à Étienne Boulay. Étienne Boulay, qui se cache pas, il est venu à la Maison Jean Lapointe. Il était déjà très connu, il est encore plus connu, je pense, par toutes les autres choses qu'il a pu faire depuis qu'il est passé par la Maison Jean Lapointe. Et ça, c'est des exemples à suivre. Qui a même lui-même parti, donc, ces boissons sans alcool. Donc, c'est sûr que c'est des beaux modèles, je trouve, pour nos jeunes. C'est quoi vos projets à venir, la Maison Jean Lapointe, pour continuer votre mission? Oui, alors on continue. En fait, ce qu'on a vu l'année dernière pour les jeunes, le fait de les rejoindre à l'extérieur de l'école et de les rejoindre là où ils passent le plus de temps après l'école, c'est-à-dire sur leur... Malheureusement, sur le net.
On continue cette année notre campagne de prévention numérique. Je pense qu'elle est là pour rester. Le feedback est vraiment très, très positif. Oui, puis psychologiquement, vu que ça vient, il y a le subconscient aussi, qui ne s'en rend pas compte, mais puis ça rentre. Ils sont le fun. La campagne, on est tellement dans le ludique là, avec les jeunes. C'est vraiment le fun comment c'est approché. Puis le fait qu'ils nous voient, puis qu'ils peuvent cliquer s'ils veulent parler à quelqu'un, c'est sûr que ça, c'est incroyable. Alors ça, on est vraiment, vraiment contents. Ce qu'on souhaite justement, c'est que nos programmes à travers le Québec, ils ont tous été évalués. Ils sont bilingues. Alors, ils sont prêts là, à être exportés ailleurs au Canada. On le souhaite. Alors, ça, c'est notre projet des prochaines années. C'est au niveau de la prévention. Puis, au niveau du traitement, depuis quelques années, on vient en aide aux communautés autochtones. Alors, on en accueille beaucoup à la Maison Jean-Lapointe. On a adapté nos programmes pour pouvoir les accueillir, bien les aider. Et là, dans les prochaines années, ça va être d'aller dans les communautés pour faire de la prévention. Oui, parce que c'est une communauté où c'est vraiment un enjeu. Absolument. Puis, le fait d'aller de plus en plus dans la communauté, rencontrer les familles, rencontrer les jeunes, ça fait en sorte que la communauté, là, on ne vient pas juste en aide à la personne qui a un problème de dépendance, c'est que là, on va aider toute la communauté pour justement s'assurer là, que nos jeunes autochtones grandissent peut-être sans dépendance, puis que la personne qui sort de traitement puisse être entourée de gens bienveillants qui, eux aussi, peut-être vont contribuer au bien-être là, de la personne en rétablissement. Et sinon, bien, on a un gros projet, on aimerait déménager. Alors, ça fait 43 ans qu'on est dans le Vieux-Montréal. Alors, on veut aller s'installer dans Huntsic-Cartierville, avoir un environnement beaucoup plus propice au rétablissement, mais aussi propice pour les employés. Alors, terrain vert, la nature, beaucoup de luminosité, des grands bureaux. Vieux-Montréal, qui dit Vieux-Montréal dit espace restreint. Là. Oui, puis c'est vrai que votre clientèle est plus près de ses démons aussi. Ah, là. oh mon Dieu, mais tellement. Puis nous, parce qu'on a juste une petite cour intérieure pour eux, tous les jours, ils vont marcher dans le Vieux-Montréal. Donc, ils côtoient, ils recôtoient. Continuellement. Alors, c'est là qu'on se dit, OK, là, c'est le temps, là. C'est le temps, là. Faut aller dans plus grand, plus vert. Et donc, c'est probablement dans un an, on s'en va sur Gouin. Ah, ça va. Oui, pas loin de l'eau aussi. Pas loin de l'eau. Ah, c'est bien. Nos projets. Ça m'a amené, vous parliez justement de la communauté autochtone, mais avec justement la région de Montréal, puis même de plus en plus au Québec, les différentes communautés, est-ce que vous avez vu par rapport aux autres communautés aussi des problématiques, soit s'il y en a plus ou moins? Ou... En fait, ce qu'on réalise, puis qu'on savait déjà depuis longtemps, c'est que malheureusement, le fait d'aller chercher de l'aide pour un problème de dépendance, c'est encore très tabou dans plusieurs communautés. Alors, on le sait qu'ils ne viendront pas, puis ils ne viendront pas là, dans un centre québécois francophone. Là. Ce ne sera pas leur choix s'ils choisissent d'aller chercher de l'aide. Ils vont essayer de trouver dans leur communauté, puis souvent, il n'y en a pas. Exactement. Puis, dans plusieurs, c'est quelque chose qui est caché, qui est mal, très, très, très mal. Et là, ça peut mal mener. Là, ça peut se terminer par « je m'isole ». Oui, oui. Et là, je n'ai pas d'autres... Complètement. Puis, on parle là, alcool, autres substances et jeu. Le jeu qui est interdit dans plusieurs communautés également. Puis, ces gens-là vont jouer en cachette, s'endetter en cachette. Et bon, voilà. Donc, c'est sûr que oui, on aimerait bien, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, on a de plus en plus d'Européens dans la francophonie qui, eux, décident de faire le saut de l'autre côté de l'océan pour venir chez nous. Tant mieux si... ils trouvent leur compte à la Maison Jean-Lapointe. Puis à vous, là, vous êtes rendu directrice générale. Oui. On peut vous souhaiter quoi dans le futur, dans vos prochains défis ou où est-ce que vous voulez faire? Là, vous êtes encore là pendant plusieurs années, on vous le souhaite. Moi, je veux d'abord assurer la pérennité de l'œuvre de mon père. C'est ma priorité. Assurer la pérennité, continuer à bien, parce qu'on le fait bien, à bien servir les populations, là, définitivement, prévention, traitement. J'aimerais... moi, en fait, ce que je travaille fort, c'est que pour moi, c'est important que les employés soient bien.
Si les employés sont pas bien, ils pourront pas faire un... Aider, pourront pas aider. Non. Et on le voit, on voit que c'est un métier qui est difficile quand tu fais de l'intervention. On a mis en place tellement de mesures pour aider nos employés, justement, pour essayer de prévenir des burn-out, des dépressions, parce que ça fait quand même... Tu sais, ça fait plus de 20 ans que je travaille à la maison, Jean-Lapointe, puis c'est ce que je vois, des gens qui tombent, là, parce que le travail est difficile. Puis, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est que les gens... C'est ça. Nos résidents, ils rentrent à la maison Jean-Lapointe puis sont comme « Oh, wow, on est bien ici. » Moi, ce que je veux, c'est m'assurer que les employés soient toujours bien également. Mais ça va être une chaîne qui est... Hein, c'est une continuité. Si les employés ne sont pas bien eux-mêmes... d'accueillir, parce que vous avez une clientèle, si on peut dire, difficile, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est une clientèle qui a vraiment besoin de soutien. Qui est vulnérable, là. Puis la majorité... Des cours de Zumba, là. Non, c'est ça. Puis la majorité de nos employés ont vécu la problématique eux aussi. Ouais. Donc, ils connaissent tellement bien que parfois, sont quasiment trop proches. Mais c'est leur force. Ouais. Mais en revanche, nous, on doit en prendre soin. Puis c'est ce que j'ai commencé, là. Ça fait 5 ans que je suis directrice générale, puis c'est ce que je mets en place, là. Puis je me dis, je pense que si je peux réussir ça, parce qu'on c'était pas de même avant, là. C'était une gestion top-down, c'était rigide, c'était dur. Puis moi, j'arrive avec beaucoup de douceur, puis j'essaie de faire en sorte que tout le monde va être bien à la maison. Puis... Mais c'était une autre école avec, des hommes, puis avec une autre génération aussi, autre temps, autre mœurs, comme on dit. Tellement. Mais on est ailleurs, puis pour moi, c'est important de me dire, OK, qu'est-ce que je peux contribuer? Qu'est-ce que je peux contribuer? Puis il y a ça qui est toujours pas loin, là, que je me dis, OK, il faut que quand les gens rentrent à la maison, ils se sentent chez eux. Pour moi, c'est ça. Puis en terminant, si on revient à votre père, qu'est-ce qui vous a, selon vous, le mieux transmis? Ah, oui. Puis ça, je pense que probablement tout le monde chez nous dirait la même chose. Probablement Jean-Marie aussi. C'est la compassion. La compassion, puis chez nous, on vient d'une famille très croyante, là. Alors, nous autres, c'était toujours aider son prochain. Fait que nous, on a grandi là-dedans, c'est que tu dois toujours aider ton prochain. Fait que... Votre frère n'a pas laissé sa place là-dessus non plus. Non. Alors, pour nous, puis tout le monde le fait à sa façon. Mais pour moi, c'est important. C'est toujours de tendre la main pour aider. Fait que moi, je pense que avec une philosophie de vie de cette façon-là, dans la compassion, moi, je trouve que même juste moi avec moi-même, je suis tellement plus heureuse quand on aide quelqu'un. Ah, donner, c'est tellement mieux que de recevoir. Là. Ouais. Ça nous redonne aussi, mais ça nourrit davantage. Ça, c'est sûr et certain. C'est incroyable. Mais je pense qu'il y a encore trop de gens qui comprennent pas ça, là. Mais définitivement, je pense que, puis tu sais, je dis mon père, mais ma mère aussi, là. On vient vraiment d'une famille. Une des sœurs de mon père était une religieuse, une petite sœur des pauvres qui a passé la majorité de sa vie cloîtrée à aider les pauvres, là, ça le dit. Alors, on vient vraiment, on a baigné là-dedans, fait que c'est comme naturel. C'est comme naturel. Mais oui, je pourrais pas faire autre chose. Je pourrais pas faire autre chose. Il faut aider. Vous avez des enfants? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui, vous voyez, comme on dit, on apprend, les enfants apprennent par l'exemple. Est-ce que vous les sentez ouverts à ça, à dire, peut-être... moi, j'ai seulement un fils. OK. Mon fils, c'est un artiste, hein, je veux dire. Bon. C'était quand même, hein, comment on dit, pas tomber loin du pommier. Fait que c'est un artiste, mais d'une très, très grande sensibilité, d'une très grande compréhension de l'autre. Alors, il est plein de compassion. Alors ça, je pense que c'est d'avoir côtoyé mon père, mon frère, moi, là, de toute évidence, puis d'être venu souvent à la maison Jean-Lapointe. Je pense que ça a développé ça chez lui, définitivement. Un être très sensible, mais c'est fou parce que même depuis qu'il est jeune, il est capable de se mettre comme à la place de l'autre. C'est assez incroyable.
Ça se traduit pas encore nécessairement dans son art. Mon fils a un art très genre gothique, dark, mais très, très, très talentueux, là, évidemment. Là. Mais bon. Mais on souhaite une longue vie à la maison, Jean Lapointe, puis vraiment avec toutes ces vies que vous allez et que vous avez sauvées. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, je remets un diplôme à la fin. Oui, je remets un diplôme. Je demeure un prof dans la vie. J'aime ça. Je remets un diplôme à tous mes invités. Naturellement, ça ne sera pas le plus prestigieux, mais quand même, c'est un diplôme du cœur. Alors, certificat d'engagement décerné à Anne-Élisabeth Lapointe pour ses nombreuses années d'engagement envers ceux et celles vivant différentes dépendances, pour la sensibilisation continue, un engagement à la fois, pour les centaines de formations et de conférences offertes, pour sa grande implication dans la communauté, pour sa participation à plusieurs comités d'experts et conseils d'administration, pour les nombreuses recherches et développements de programmes, pour tous les jeunes sensibilisés et leurs parents accompagnés, pour tous ces humains vulnérables et démunis aidés, accompagnés et sauvés. Parce que tout simplement, elle continue de chanter sa chanson, leur chanson, la chanson de leur cœur, la chanson de leur vie. Oh, c'est donc bien beau. My God, merci beaucoup. Oh, j'ai hâte de le voir. Oh mon Dieu, ben ça s'en va tellement là, dans mon bureau. Ah, écoutez, c'est pas le... Ouais, c'est un diplôme de cœur, vraiment. Je vous remercie au nom de tout... de tous ces gens que la maison Jean Lapointe, que les autres organismes aussi, principalement là, la maison Jean Lapointe, tous ces gens que vous avez aidés. Puis je vous remercie au nom des parents aussi. Oui, merci. Au nom des parents, des jeunes, parce que les parents souvent sont démunis, on n'est pas toujours du bon côté pour accompagner notre jeune. Puis Dieu sait que on sait tous les parents que tout le monde a raison sauf nous autres quand arrive l'adolescence. Ce qu'on dit, ça n'a pas rapport. Alors, je vous remercie au nom de ces parents-là aussi, puis ces jeunes sauvés. Puis merci d'avoir accepté l'invitation. Oh non, mais merci de m'avoir invité. Ça a été vraiment le fun. Merci. Merci.